Mesdames et messieurs, bienvenue à votre chronique, la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le 11 mai, certainement cette date n'est pas étrangère à vous. Bien évidemment, vous connaissez bien cette date. On se souvient du décès de Robert Nesta Marley, Bob Marley. Agapit Napoléon Maforican, êtes-vous un adepte de ce concept-là, le Rastafari? Écoutez, on a tous pris par là, disons que c'était une date qui ne passait pas inaperçue quand on avait un certain âge, il y a 20 ans, à l'université, un peu plus, oui, voilà, on a tout fêté. Ça fait 40 ans déjà. Hein, Tout à fait. C'est la disparition donc du patron, du pape, ou bien du roi, du reggae, de ce mouvement Rastafari, tout ça là. Donc, oui, voilà. Ça nous a emballé à un moment donné. Bon, aujourd'hui, En fait, on voudrait dire que avec plaisir, j'écoute du reggae, puis peut-être avec la même envolée, mais bon, voilà. vous partagez certaines valeurs avec Robert Nesta Marley, Oui, disons que les valeurs peut-être humanistes, les valeurs que beaucoup le reconnaissent. feignent de ne pas percevoir sous un autre aspect, parce que effectivement une telle journée est beaucoup plus perçue comme celle où les gens vont fumer leur première drogue, leur première chicha, leur premier tabac, leur premier truc. Je trouve que c'est de ne pas connaître le fond de l'humanisme de Robert Nesta Marley, qui quand même, c'est vrai, il n'a pas vécu aussi longtemps pour pouvoir faire prévaloir cette philosophie. Il avait ses petits défauts d'homme. Bon, peut-être que ça a pris le pas sur autre chose, mais c'est quand même quelqu'un qui a laissé. Oui, il est parti là, il y a 40 ans, et chaque année, on parle toujours de lui. Ça veut dire qu'il n'a pas vécu inutilement. Je pense que déjà ça, on le garde en tirant les valeurs positives, en tirant ce qu'il y a de positif en lui, ce qu'il a laissé. Et rien que cette musique qui exprime une certaine fierté, exprime une certaine valeur, une musique en mouvement, une musique qui ne peut pas vous laisser indifférent. Vous ne pouvez pas rester couché. C'est pas du slow, c'est pas du high life, c'est pas du gospel. Voilà, c'est du reggae tout simplement. Et ça vous fait bouger. Tout à fait. Voilà. Ça vous fait bouger, effectivement. Ça vous fait bouger, en tout cas, la fête, certainement à l'université, toujours, comme toujours. Un peu également dans certaines communautés. Voilà, j'espère que à l'université, les jeunes n'ont pas perdu ils n'ont pas perdu le nord. Tout à fait. Que le reggae pour eux, c'est toujours ce moment pour se rappeler un certain nombre de valeurs. Disons, moi, je ne suis pas suffisamment sectaire non plus, mais je pense qu'il y a des problèmes liés à certaines cultures, à certains états d'être. C'est pas le bon de se lamenter, c'est de faire comme le tigre, le voler sur une gare, bondir sur la proie et la dévorer au lieu de rester là à se lamenter. Voilà. Très bien. Voilà. Agapit Napoléon Maforican, le conseil électoral, on pourrait dire que la désignation donc, de ses membres, on connaît peu à peu donc, les membres du conseil électoral qui va se mettre en place. Donc, on pourrait dire hein, la commission électorale nationale autonome, nouvelle formule. Le conseil électoral, on a eu quelques désignations, notamment cette désignation donc du membre de la minorité, le BR, et de la majorité, l'Union progressiste. Et puis, les magistrats ont désigné également le représentant au sein du conseil électoral. Ça reste bien évidemment le représentant de l'exécutif et puis du chef de file de l'opposition. Le conseil électoral, justement, cette réforme, comment devrait-on l'appréhender? Est-ce que le conseil électoral se basera forcément, certainement, sur l'existant, sur ce que la Sénat permanente a fait? Je pense qu'il y a un quiproquo qu'il faut lever très tôt. Quand on dit le conseil électoral, il faut savoir que nous parlons du renouvellement de la Sénat. Il faut bien qu'on en parle. Hein? Nous parlons du renouvellement de la Commission électorale nationale autonome. Et donc, le conseil électoral ne remplace pas la Sénat. Le conseil électoral n'est qu'un des deux organes de la Sénat. Donc, vous regardez à l'article 13 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral de la République du Bénin, et vous verrez bien clairement que l'organisation des élections est gérée par un organe administratif dénommé Commission électorale nationale autonome Sénat. Bien. Et la Sénat, on a rappelé
ces liens d'autonomie, d'indépendance avec l'exécutif, le législatif, le judiciaire, et sauf un certain nombre, sauf en considération d'un certain nombre d'articles qui les lient, disons, de manière fonctionnelle à certaines structures. Donc, c'est important. Et donc, la même loi explique que la Sénat dispose de deux organes, le Conseil électoral, organe politique et de décision, la Direction générale des élections, organe technique et opérationnel. Donc, voilà un peu le nouveau visage que prendra la Sénat en juillet, quand le mandat de l'équipe de Tiando prendra fin, un mandat de 7 ans d'affilée prendra fin, le Conseil électoral devra donc prendre le relais. Et ce conseil doit se mettre en place 60 jours avant la fin donc, du mandat. Et si on doit s'en tenir un peu au programme, c'est que dès demain, dès le 12 mai, ou au plus tard le 13 mai, on doit connaître les membres du conseil électoral qui doivent être installés. Donc ça pourrait se faire jeudi par exemple. Jeudi étant chômé, peut-être ils vont le faire le vendredi. Je ne sais pas. Bon voilà. Donc on retient que le conseil électoral est l'un des deux organes de la nouvelle Sénat. Et peut-être qu'il faudrait-il aller un peu plus loin en expliquant pourquoi peut-être on a pu avoir deux organes distincts. Effectivement, parce qu'on on a quand même entendu ça et là. Il faut, et vous-même, vous l'avez souhaité, une professionnalisation de nos élections, un certain nombre de choses, la politisation que certains avaient aussi dénoncé, mais au niveau du conseil électoral, il y a quand même toujours les politiques qui sont là. C'est l'organe politique, donc c'est pas des autres qu'il faut mettre là, c'est pas des techniciens. Aujourd'hui, et je pense que, sur une radio de la place d'ailleurs, le député Orden l'a très bien expliqué, et moi je suis d'avis sur le principe qu'il y a un organe politique. C'est vrai que, bon, dans l'organe, on peut se demander, mais que font les magistrats? Exactement. Il n'y a pas à juger dedans, il n'y a pas... Donc, le rôle du magistrat, c'est de juger, normalement, il dire. Donc, on a pu dire un juriste, on a pu dire un expert électoral, qui a fait, ou bien un spécialiste des élections, qui a fait office, je ne sais pas quoi, de telle expérience, et désigné par ses pairs. On a pu le dire, bon, on ne l'a pas dit, le combat se poursuit à ce niveau. Mais le conseil électoral est un organe politique. Et donc, vous avez la majorité parlementaire, la minorité parlementaire. Là, nous coupons avec l'histoire de opposition, mouvement. Donc, au Parlement, on n'a pas que opposition. On peut ne pas avoir de l'opposition. Et nous venons d'avoir ça. On peut, le jeu, ici, nous avons majorité, minorité, qui sont tous dans le même camp politique aujourd'hui. Mais on peut, parce que les deux étaient aux élections. Mais nous pouvons, un bizarre concours peut faire en sorte que, au terme d'une élection, des élections législatives, le chef de l'État qui a gagné les élections, puis maintenant c'est les élections générales, le chef de l'État qui a gagné les élections, fédère tout ce monde-là qui est au Parlement, tout au moins le temps de 2 ou 3 ans. Donc, la majorité et la minorité peuvent se confondre dans le même camp. Ça arrive dans les grandes démocraties. Ce n'est pas ici que ça n'arriverait pas. Ça arrive aux États-Unis lors des élections, lorsque le Congrès, le Sénat et le président proviennent du même camp. Donc, ce n'est pas impossible que ça arrive. Dès lors, le concept majorité et minorité parlementaire prend toute son sens. Donc, la majorité parlementaire désigne un, la minorité parlementaire désigne un, le chef de file de l'opposition désigne un, et donc, on est sûr qu'il y a quelqu'un de l'opposition. Et évidemment, comme rien n'est absolument statique, le chef de file de l'opposition il peut changer de camp aussi, tout comme bon. Donc, mais c'est le principe, rien n'étant figé, c'est le moment où on désigne que ça prend corps. Ensuite, le président de la République désigne un, et enfin les magistrats désignent un. Donc ça fait, actuellement nous avons déjà les désignations de la minorité et de la majorité parlementaire. Nous avons les désignations de magistrats. Nous attendons dans quelques heures celle donc, du chef de file de l'opposition et donc du président de la République. Tout à fait. Alors, voilà les 5. C'est ces 5 membres qui conduisent. C'est eux, la Sénat, du point de vue politique. Les décisions, les plénières, les validations, les options, la gestion. Et il lance un appel à candidature maintenant pour recruter donc, le directeur général des élections et les 4 directeurs techniques qui sont, eux, l'exécutif, ils sont dans l'opérationnel. Eux ne sont pas politiques, ils sont désignés sur la base de leurs compétences et ils sont le président, le directeur général des élections et le secrétaire permanent donc, de la Sénat. Ouais, il est le secrétaire permanent de la Sénat, alors que le président du conseil électoral est le président de la Sénat. Vous comprenez donc que l'organe de gestion, l'organe politique préside, l'organe technique et opérationnel de secrétariat permanent. Il gère la mémoire de la maison.
Le conseil électoral, en année non électorale, se réunit 2 fois en session ordinaire par an, alors que l'année électorale se réunira autant de fois que possible pour conduire les opérations électorales. La direction générale des élections administre la maison tous les jours. Donc, elle n'a pas de répit, elle est là. Elle travaille sous l'autorité du président du conseil électoral, qui est le président de la Sénat et qui a tous les attributs du président de la Sénat. Enfin, il faut dire... Il y a quand même tout de même toujours des risques d'influence du politique sur le Non, technique. l'administration est l'administration. Le politique donne les instructions. Mais contrairement aux autres Sénats, notamment celle qui vient de partir, oui, où chacun envoie ses... Puisqu'ils sont une Sénat de 5 membres, effectivement. Mais vous avez, en dehors de votre assistant, quand on va vouloir des gens dans l'administration, chacun emmène. Exactement. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, donc, ceux qui sont amenés, il faut saluer ceux qui viennent de finir. Ils ont été professionnels globalement. Mais ça pourrait déboucher sur la crise. Il y a une crise qu'on a connue, ça aurait pu aller plus loin parce que des cadres peuvent être amenés à jouer partisans. Parce qu'emmenés par des clans politiques, par des groupes. Aujourd'hui, tel que c'est fait, l'administration électorale doit pouvoir être une administration indépendante. Le directeur général des élections, même s'il a quelques connotations politiques, il sait que son contrat dépend de son travail, du sérieux avec lequel il fait le travail. S'il enfreint ses règles, s'il enfreint les normes, il tombera sous le coup d'une faute et il sera renvoyé sans doute la loi prévue. Donc, c'est dire que l'administration doit être opérationnelle, technique, indépendante. Le conseil prendra ses décisions. Et elle, lui-même, même si c'est des politiques, on parle des élections. On n'improvise pas en matière d'élections. Vous l'avez vu avec l'équipe qui vient de finir. Quand ils ont beau être différents, ils ne peuvent pas improviser. Les règles sont là. Et c'est pas eux qui conduisent. Ils prennent les décisions, mais l'autre conduit. Donc, du coup, ils savent qu'ils ne peuvent pas inventer. Tout est taillé dans la Constitution et dans le Code électoral. Ils sont là pour 5 ans, il faut le dire, et contrairement aux autres qui étaient là pour 7 ans. Ils sont là pour 7 ans, non renouvelables également. C'est important de le dire. Voilà. Agapit Napoléon Maphorican, il y a quand même cette question. Par exemple, cette doléance qu'a fait le président de la Sénat, donc Emmanuel Tiando, au chef de l'État. Il voudrait que la Sénat soit consultée lors du vote des tests électoraux, le code électoral ou l'achat des partis politiques, parce que la Sénat se charge de la mise en œuvre pour qu'il y ait peut-être une fluidité ou qu'il n'y ait pas d'insuffisance ou de problème dans la mise en œuvre. Comment appréciez-vous? Quelle appréciation vous faites de cette doléance? J'avais déjà répondu au lieu d'achat. L'appréciation est simple. C'est eux qui appliquent. Comme je dis, qu'ils amènent une technicité de plus, ça pose pas un problème. C'est eux qui appliquent, qu'ils amènent une technicité de plus. J'ai répondu à la question par ici, sur le plateau, excusez-moi. Donc, oui, ce que demande le président de la Sénat n'est pas mauvais. C'est une recommandation, ce n'est pas une requête. C'est une recommandation, c'est une suggestion. Aujourd'hui, le code électoral ne l'a pas prévu. Oui, en tant qu'utilisateur principal de la loi, en tant que manager, la locomotive qui conduit cette loi sous le contrôle de la Cour constitutionnelle, je pense que c'est nécessaire, ou de la Cour suprême, selon l'élection, c'est bien que effectivement la Sénat puisse donner son avis. Mais bon, avis ou pas avis, tant que c'est voté, ça s'impose à la Sénat. Donc c'est une suggestion. On peut ne pas toucher au code électoral tel qu'il est aujourd'hui. Nous pouvons avancer sans toucher à ça. Et donc la Sénat n'a pas d'avis à donner. Si après les élections, la Sénat a des recommandations à faire, elle fait ces rapports, les rapports qu'elle produit, naturellement ces rapports sont à la disposition des pouvoirs publics, dont les députés, dont le gouvernement, ceux qui ont l'initiative de loi. Donc, si ces rapports tombent dans les mains du gouvernement, des députés, et c'est eux qui ont l'initiative de la loi, ils peuvent s'inspirer, tout comme la société civile, comme je le demande tout le temps, la société civile peut jouer en lobby, de lobby. Quand les recommandations sont pertinentes, la société civile peut utiliser le lobbying, qui est une forme de pression, mais une douce pression acceptée, pour pouvoir faire passer une proposition, un projet de loi. Donc voilà, on n'a pas besoin... c'est une bonne recommandation, mais après, les pouvoirs publics aviseront. Ce n'est pas quelque chose qui est si pressant, utile, enfin, obligatoire, non. Mais si c'est fait, tant mieux. En tout cas, on attend les représentants donc, du chef de file de l'opposition et de l'exécutif, mais d'aucuns. On va un peu à la spéculation. Qui pourrait être le président du conseil électoral, donc du président de la Sénat, pour bien retenir la leçon, justement. Agapit Napoléon Maphorican, on parle quand même de Sakalafia qui pourrait l'être.
Vous savez, si j'avais indécent de ma part, donc d'évoquer cette question alors qu'on ne connaît pas les deux autres membres. Alors donc, pour moi, nous devons... Non, indécent doit de ma part, donc d'évoquer cette question. Parce que, oui, mais le consulat n'est pas, c'est pas un devin. Donc du coup, vous comprenez que ne connaissant pas les deux autres, oui, Sakalafia a une somme d'expérience en matière électorale. Quand vous, le pédigré de M. Lafia, vous, mais ce serait faire entrave au président Nicolas Sogba des magistrats. Il en a aussi autant, peut-être pas dans le même domaine. Donc, c'est pour vous dire que oui, on peut regarder du point de vue politique, comme on peut regarder du point de vue technique aussi. Il faut attendre les deux autres. Donc, c'est pas Mafori qu'on peut avoir ses penchants. Mais si vous parlez aux consultants, je peux vous dire, il faut déjà attendre d'avoir les deux autres et analyser. Quand on aura laissé membres, on en parlera. Tout à fait. En tout cas, hier, on en a parlé, hein, on évoque ce sujet avec vous. On avait eu quelques informations publiées voilà, sur les réseaux sociaux, prétextant de ce qu'il y aurait peut-être une sobriété. Pas, en tout cas, on pourrait organiser donc la cérémonie de prestation de serment dans l'hémicycle avec, en présence des députés, des membres de la Cour constitutionnelle, des présidents donc d'institutions de la République et puis quelques personnalités triées minutieusement. Cette information, en tout cas jusque-là, nous n'avons pas encore la version officielle, Agapit Napoléon Maforican. Justement, est-ce qu'on devrait encore attendre beaucoup de temps pour l'avoir quand même? Écoutez, Robert, oui, ce n'est pas une information majeure, elle n'est pas capitale. Je vous l'ai déjà dit une fois de plus. Compte tenu quand même de notre tradition. Non, je vous l'ai dit, la tradition peut être bousculée tant qu'elle n'est pas prescrite par les textes en vigueur. Donc, attendons le gouvernement. Vous savez, comme je l'ai dit, ça peut se faire au palais de la présidence, là. Ça peut se faire à la présidence de la République, ça peut se faire n'importe où. Donc, l'essentiel est que les personnalités qui doivent y être y soient, et que celui qui doit recevoir le serment soit là, et que celui qui doit partir le serment soit là. Donc, attendons, je pense qu'on a dit l'essentiel. C'est pas, le lieu n'est pas prévu par la Constitution, n'est pas le code électoral. Donc, attendons de voir ce que le gouvernement choisira. Et voilà. Donc, c'est pas quelque chose d'aussi déterminant. L'essentiel c'est que le chef d'État prendra fonction le 23 prochain. Et donc, on connaîtra le gouvernement dans la foulée, c'est connu. Et donc, on reprendra un nouveau quinquennat à partir de ce moment-là. On peut se projeter dès lors dans d'autres analyses et sur l'avenir, si on peut. Voilà. En tout cas, lui, il est en vacances politiques, Théophile Yarou. Une surprise pour vous? Non. C'est trop tôt? Non. La vacance politique, il peut sortir. Si on le désigne comme chef, comme celui de la minorité à la Sénat, par exemple, il prendra. Il ne dira pas non. Donc, peut-être qu'il a préféré prendre un peu de recul du point de vue militantisme actif, prise de position brûlante et autres. Bon, laissons-lui le temps d'expliquer pourquoi s'il veut, ou alors de prendre son repos mérité en matière politique s'il le veut également. Vous savez, on y entre, on y sort. Bon, on pourrait dire que c'est un repos pas contrainte puisqu'il a été suspendu quand même. Non, il pourrait adhérer à un autre parti, pourquoi pas, d'autres sont suspendus et vont ailleurs, il n'y a pas de souci. Laissons-lui ce droit, donc, de prendre ses vacances politiques ou sa retraite politique, c'est à lui de savoir. Laissons-lui le temps de revenir quand bon lui semble, c'est son droit, et quand on lui la paix, donc de jouir d'un droit qui lui revient personnellement. Et voilà, donc on suivra. Rien n'est moins sûr, mais voilà, laissons-le. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican, expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Vous êtes notre consultant politique à ETélé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi donc votre chronique, la chronique du soir. Nous allons maintenant passer à votre causerie débat. Ça se discute.